Très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Éco-Débat, votre magazine 100% dédié à l'actualité économique du continent sur Média TV Afrique. Au cœur de ce numéro, le développement du secteur immobilier et la crise du logement sur le continent africain. Nous aborderons la question de la qualité du stock logement, de la quantité de production et des exigences sociales, légales et environnementales qui encadrent ce secteur en pleine dynamique. Et pour aborder cette problématique majeure des gouvernements africains, nous recevons des observateurs avisés. Monsieur Arsène Yapi, journaliste économique, directeur de publication du journal de l'économie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec lui sur ce plateau, nous recevons aussi Monsieur Guy Hassan Yapi, journaliste spécialiste des questions économiques au quotidien Fraternité Matin, le plus grand journal de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, si nous devons situer un peu le plateau, le cadre de l'immobilier en Afrique, quel état des lieux on peut faire à présent, M. Arsène Yapi? Oui, il faut dire que la question immobilière est d'une grande importance pour l'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, parce qu'avec l'urbanisation galopante, les questions immobilières sont au centre des préoccupations, aussi bien des populations que des gouvernants. Et on estime aujourd'hui en Côte d'Ivoire à plus de 400 000 le nombre de déficits en logement. Et il y a un déficit structurel de 20 000 logements par an. C'est dire que la question le déficit est tellement important qu'il faut beaucoup de mesures pour pouvoir couvrir les besoins en logement des populations. Donc, avec les spéculations qu'il y a sur le prix de l'immobilier, les questions foncières et tout cela, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'Ivoiriens notamment ont envie de se mettre à l'abri avec une maison parce qu'en Côte d'Ivoire, on considère que l'investissement dans un bien immobilier est l'investissement le plus sûr. Voilà. Donc, c'est pour les populations. L'immobilier est l'un des besoins de premier plan et c'est ce pourquoi tout le monde, aussi bien les acteurs du secteur privé que la population, veulent toutes et tous avoir un logement pour avoir un toit sur la tête. Avoir un logement, la question est facilement réglée en Afrique, comme on le dit. La terre ne trahit pas, donc on se met à l'agriculture, mais la pierre ne trahit pas, donc tout le monde essaye maintenant de s'investir dans l'immobilier. Et justement, vous, M. Guy Hassan Yapi, qui êtes plongé, vous suivez un peu, vous avez fait plusieurs dossiers dessus. Comment est-ce que ce secteur a évolué sur ces 10 dernières années en Afrique de l'Ouest? Il faut dire que le secteur a évolué de façon croissante, de façon vertigineuse. C'est-à-dire que quand on observe depuis ces 8 dernières années, la demande est plus forte. Pour revenir à ce que disait mon confrère, et il a parlé de à peu près 400 000 logements difficiles, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Nous retrouvons à plus de 600 000 logements en déficit en Côte d'Ivoire. Et les besoins additionnels, chaque année, il y a à peu près 50 000 logements de demande qui s'ajoutent à cette. Cela montre que le besoin est réel et en face de cela, les autorités ivoiriennes ont pris le taureau par les cornes en mettant en place tout un dispositif, en mettant en place toute une législation, en mettant en place un certain nombre de programmes à travers des promotions immobilières pour qu'on puisse arriver à une solution durable. C'est vrai que la situation actuelle n'est pas encore éluisante dans la mesure où la situation du logement n'incombe pas uniquement à la Côte d'Ivoire, mais presque tous les pays de la sous-région, même les pays africains de façon générale, qui aspirent à l'émergence. Et quand vous aspirez à l'émergence, ça veut dire que vous faites beaucoup d'investissements. Et quand vous faites beaucoup d'investissements, c'est inévitable que les populations qui sont dans les zones enclavées vont affluer vers les zones de grande production pour pouvoir avoir un bien-être. Et ainsi, ils sont aussi tenus de pouvoir se loger, ils sont tenus de pouvoir avoir les commodités nécessaires pour pouvoir vivre. Et vous comprenez aussi que la question de la croissance démographique, autour de 3,5% l'an dans les pays africains comme la Côte d'Ivoire, constitue aussi un enjeu essentiel. Et vous conviendrez que lorsqu'on met tous ces facteurs ensemble, ça fait véritablement beaucoup d'éléments à mettre en synergie pour pouvoir aborder la question du logement et apporter des solutions durables. Et je voulais juste apporter un élément additionnel, c'est que
lorsqu'on parle de logement en Côte d'Ivoire, sur ces 8 dernières années, il y a des éléments tangibles qui montrent véritablement que c'est un secteur qui est en plein essor. Quand vous regardez les investisseurs étrangers qui affluent vers la Côte d'Ivoire, la plupart sont intéressés à investir dans le logement. Et on a vu défiler un certain nombre d'investisseurs. On a même parlé de construire des logements selon le modèle marocain, selon le modèle turc, des Brésiliens, des Allemands. Tous ceux-là sont venus en Côte d'Ivoire et veulent investir dans l'immobilier. C'est pour dire que le besoin est réel, les opportunités existent. Maintenant, la mise en synergie de tout cela pour résolver le problème, ça reste une autre paire de manches. Ça reste une autre paire de manches. J'aimerais revenir un peu sur le cadre. Quand on regarde tellement le problème est sensible, quand vous arrivez par exemple aujourd'hui à Dakar, vous avez la nouvelle ville de Diamniadio qui est en train de se mettre en place pour vraiment essayer de résorber ce fait-là. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a des milliers, des dizaines de milliers de logements sociaux ou moyens standing qui sont en train d'être mis en place pour résorber. Quand vous arrivez en Égypte, au Caire, on vous dit il y a l'ancienne ville et il y a la nouvelle ville qui est en train d'être construite à côté. Partout en Afrique, l'immobilier est une question centrale pour le gouvernement. Quand on regarde par exemple le récent recensement réalisé, on nous dit 225 millions de personnes vivent dans un bidonville africain, soit environ 50% de la population urbaine du continent. Cette crise qualitative, quantitative, comment est-ce qu'on peut arriver à la comprendre? Comme je l'avais dit, d'abord c'est la forte démographie et puis l'urbanisation, puisque les opportunités de création de richesses, d'emplois et tout ça se trouvent dans les grandes villes, dans les capitales économiques notamment, comme Abidjan. Donc les gens avec l'exode rural quittent les campagnes pour venir s'installer dans les métropoles et ces personnes ont besoin d'un toit pour se loger. Donc, à côté de cela, il y a tous ceux qui veulent assurer le vieux jour, qui veulent investir dans l'immobilier pour qu'une fois à la retraite, puissent avoir un toit décent et tout cela. Donc, c'est autant de raisons qui poussent les populations à aller vers le secteur de l'immobilier. Il faut savoir aussi que selon une étude réalisée par le cabinet Ipsos sur la classe moyenne en Côte d'Ivoire, plus de 50% de la classe moyenne a comme priorité de pouvoir avoir un toit. Donc et ça fait partie des besoins prioritaires des Ivoiriens. Et donc c'est autant de raisons qui expliquent la ruée des populations vers le secteur immobilier. Et cette ruée aussi provoque une surenchère sur l'immobilier. Et dans la zone d'Abidjan, dans le district d'Abidjan, ces dernières années, le prix de l'immobilier a été multiplié par 2, par 3, voire par 4 dans certaines localités. Et de plus en plus, ces prix continuent à s'élever et ça risque à la longue de faire des laissés pour compte parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra avoir accès aux biens immobiliers en Côte d'Ivoire. Mais justement, ces prix qui continuent de monter, qui montent toujours, est-ce que c'est parce que la demande est tellement forte que les investisseurs, les promoteurs veulent profiter de ce secteur-là, ou bien ce sont les intrants, les matériaux de construction, tout ce qui entoure ce secteur-là qui ont été, on va dire, évalués à une certaine hausse? Ben moi, je pense que c'est l'un et l'autre. Ce sont les deux éléments. Plusieurs facteurs expliquent le fait que les logements soient enflammés au niveau des prix. Vous avez parlé des matériaux, effectivement. Les intrants de construction, les promoteurs immobiliers se plaignent tout le temps sur cette question et demandent à l'État de faire encore des efforts pour réduire un certain nombre de taxes ou faciliter ou mettre en place des mesures plus incitatives pour aider le gouvernement à résoudre le problème. Parce que la question du logement, le promoteur immobilier, il reste un opérateur économique qui cherche à faire du profit. Et l'État a en face une poussée de sa population qui a un besoin criard. Et c'est le promoteur qui doit aider l'État à résoudre ce problème. Donc en contrepartie, il faudrait quand même qu'on apporte des éléments additionnels en termes d'allègements fiscaux au niveau des matériaux de construction et autres pour apporter une solution qui va satisfaire non seulement les populations, l'opérateur économique qui va faire son profit et l'État qui sera à l'aise parce que il a moins de pression de cette population. Ça, c'est le premier fait. Le second fait, c'est que cette cherté répond à une règle simple qui est
qui est la loi de l'offre et de la demande. Nous sommes dans une économie libérale. Une économie libérale qui veut par essence dire que plus il y a des demandeurs et moins il y a des offreurs, l'équilibre va se faire de sorte que les prix soient à la hausse. Et là, les données statistiques qui ont été évoquées tout à l'heure, quand on parle de plus de 600 000 logements de déficit et des besoins additionnels de près de 500 000 qui s'ajoutent chaque année, mais en face, combien de logements sont construits effectivement chaque année? Lorsqu'on revient un peu à la politique gouvernementale qui a été mise en place dans le tout premier plan national de développement, l'objectif était de construire près de 60 000 logements en 2012 et 2015. Au finish, lorsque le bilan a été fait, on s'est retrouvé autour de 6 000. Donc, 6 000 logements par an au lieu de 60 000. Non, je disais que le programme du gouvernement, à travers le programme national de développement, le PND 2012-2015, avait prévu de réaliser 60 000 logements sociaux et économiques sur les 5 années. Donc, au finish, lorsqu'on a fait le bilan, on s'est retrouvé à peu près 6 000 logements construits. À peu près 10%. Donc, on a fini cette première tranche en n'ayant pas véritablement résolu le problème. Donc, on revient toujours dans cette même économie de marché qui voudrait que plus il y a de la demande et moins il y a de l'offre, que les plus prendre de l'ascenseur. Donc, c'est une loi naturelle et normale. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant en face pour pouvoir améliorer la situation? La question reste essentielle et reste pendante. Plusieurs experts ont réfléchi déjà sur la question, des solutions existent. Maintenant, comment est-ce qu'on les implémente? Comment est-ce qu'on les met en action sur le terrain? Bon. Là est la grande question. Oui, je souhaiterais revenir sur la question des logements sociaux parce que quand le gouvernement du président Alassane Ouattara a pris fonction au palais, il a lancé un vaste programme de logements socio-économiques qui a démarré effectivement en 2013. L'objectif au départ c'était 60 000 logements d'ici 2020 et après ils sont passés à 150 000 logements en termes de perspective. Récemment, au dernier salon à Chibat, le ministre en charge de la construction, le ministre Bruno Koné, a reconnu que le programme de logements sociaux a pris du plomb dans l'aile. Il a même indiqué que les prix de logements sociaux à 12,5 millions de francs CFA restaient encore très élevés et loin de la bourse de la majorité des Ivoiriens qui tournent autour de 150 000 francs par mois. Donc c'est une problématique tellement importante et ce qui a fait que ce projet n'a pas pu atteindre ses ambitions, d'aucuns disent même que c'est un échec, c'est surtout parce qu'il a été mal coordonné. Dans les années 70-80, les programmes de logements sociaux qui avaient été initiés par l'État se faisaient sous la forme de location-vente. Et cette forme-là était mieux adaptée à la classe moyenne de l'époque et les prix des logements étaient loin de ceux qu'on applique aujourd'hui. C'est vrai qu'on va dire que avec l'évolution, les prix ont tendance à augmenter, mais si on veut vraiment réussir ce challenge qui est de réduire les coûts des logements et de les rendre accessibles à la grande majorité des Ivoiriens, il faut vraiment que ce programme de logements sociaux puisse être adapté à la bourse des populations et aux réalités que vivent les différentes populations. Donc, c'est de revoir le système de logements sociaux et de lui donner un coup d'accélérateur. Sur cette question, il y a beaucoup de promoteurs qui sont lancés là-dedans et beaucoup d'Ivoiriens qui y ont souscrit. Le constat que nous faisons sur le terrain, c'est que les délais que les promoteurs ont donnés aux clients pour leur livrer les maisons ne sont même pas respectés. Et cela est dû à beaucoup de facteurs. L'un des premiers problèmes que les promoteurs évoquent, c'est la question des VRD primaires.
parce que c'est des VRD qui doivent être réalisés par l'État. Donc, je parle quand on parle de VRD, c'est réseau, voirie et réseaux divers, c'est-à-dire l'apport de la route, l'électricité, l'eau potable et tout cela. Des fois, les promoteurs finissent, mais l'État ne suit pas. Donc ça fait que la maison n'est pas habitable, elle ne peut pas être livrée à un acquéreur. Et le drame pour les acquéreurs, c'est que quelqu'un qui est en location dans une maison et qui a souscrit à un programme immobilier, c'est comme s'il payait 2 loyers. C'est-à-dire qu'il paye le loyer de la maison dans laquelle il est et on le ponctionne à la banque s'il a pris un prêt immobilier pour le programme immobilier pour lequel il est en train de souscrire. Donc ça fait que les populations ont une forte pression. En même temps qu'elles sont dans une maison louée, elles ont déjà fini, elles sont ponctionnées tous les mois pour un logement qui n'est pas terminé. Et ça fait que ça crée des situations très difficiles pour les ménages. Donc il faudrait pour cela accélérer le programme de logements sociaux, que l'État fasse sa part en termes de VRD primaires et que les questions de financement et autres soient réglées de sorte à ce que ceux qui ont souscrit à ces programmes-là et qui espéraient au départ avoir un toit à travers ce programme-là puissent entrer en possession des clés de leur maison. Justement, ce programme qui a été initié, on prend le cas de la Côte d'Ivoire, ce programme qui a été initié par exemple, est-ce que les coûts ont réellement été étudiés par rapport à la bourse du citoyen ivoirien moyen? Oui, sur cette question, il faut faire une petite rétrospective pour comprendre un peu comment la situation a évolué. Et il faut dire que quand le gouvernement, disons en 2012, a lancé les programmes de logement socio-économique, ça a été vraiment la grande émulation au niveau de la population. Tout le monde était émerveillé par ce programme. Et parce que, tel que défini, au bas mot, à 5 millions, on devait pouvoir avoir une maison de 2 pièces. Ça, c'était de ce qui avait été prévu. Et quand on monte aux 3 pièces et 4 pièces, les prix évoluèrent ainsi. Et là, tout un dispositif a été mis en place. Nous nous souvenons bien, le CEFAL, hein, c'était le centre qui permettait aux populations de s'enregistrer à hauteur de 30 000 francs. Ça, c'était juste pour l'inscription. Et aujourd'hui, je n'ai plus les chiffres exacts de combien d'Ivoiriens ou d'Ivoiriennes ont participé à ce programme. Mais pour dire qu'il y a eu véritablement un élan de la population parce que la situation du logement était une préoccupation réelle et ce que proposait le gouvernement ivoirien était véritablement la solution. Et après, il y a eu maintenant, une fois que vous avez fini de faire cette préinscription, il fallait passer à une autre étape. L'autre étape, c'est d'aller vers un promoteur immobilier qui va maintenant définir les conditions pour pouvoir acquérir véritablement la maison. Et à partir de là, c'est un peu comme un tamis. Une grande partie de la population ne pouvait plus répondre aux critères minimaux que demandaient les promoteurs immobiliers. Et beaucoup sont coincés, ne serait-ce que par l'apport initial. Si vous voulez acquérir une maison de 5 millions, on vous demande d'envoyer au moins 500 000 ou un peu plus. Et là, c'est là que les problèmes ont commencé véritablement. C'est là que les problèmes ont commencé parce que, et je pense qu'il y a aussi eu un problème de communication. Parce que pour certaines personnes, en ayant payé les 30 000, étaient vraiment dans cette effervescence-là de dire « Ah, je vais avoir une maison. » J'ai déjà une maison, mais aussi là, il y a quelque chose qui revient d'assez fondamental. Quand on ouvre son dossier pour acquérir une maison à 30 000 francs CFA, derrière, il faut demander aux populations une contribution régulière, mensuelle. Alors qu'on sait quand même le taux de bancarisation au niveau des populations ivoiriennes, donc ça ne ciblait que les fonctionnaires. Non, j'en viens, j'étais dans le développement lorsque vous avez pris la parole. Et effectivement, à la deuxième étape, c'est là que les populations ont commencé à comprendre réellement comment est-ce qu'on acquiert un logement. Ne serait-ce que par l'apport initial, tel que je l'expliquais, mais après cela, les populations, la plupart qui ont des revenus modestes, qui ne sont pas forcément des fonctionnaires, qui sont des jeunes commerçants, des gens qui sont dans l'artisanat et autres, ou des gens qui ont des salaires qui ne sont pas assez consistants,
Mais ceux-là ne peuvent pas payer 5 millions ou 6 millions ou 7 millions. C'est là maintenant qu'intervient la troisième étape qui a mis le processus un peu en mal, qui est d'aller vers des institutions bancaires pour avoir un prêt en vue que la banque paye la maison chez le promoteur et que l'acquéreur maintenant se charge chaque mois de payer. Et là, c'est tout le véritable problème. Puisque les banques sont ce qu'elles sont, elles ont leur discipline, elles ont leur réglementation, elles ont tout ce qu'il faut comme mesure prudentielle pour calculer les ratios et autres. Et lorsqu'on présente ça devant quelqu'un qui à peine arrive à avoir 100 000 francs par mois, du coup, la personne ne peut plus suivre le processus. Et c'est là que maintenant, beaucoup ont commencé à crier pour dire que les choses ne vont pas. Donc, vous voyez que l'intention initiale a été très bonne, l'engouement était fantastique, les populations se sont lancées, mais je pense qu'à l'origine, il fallait mener une politique de communication beaucoup plus élargie, de sorte que en payant les 30 000, la personne sache que après les 30 000, voici les étapes qui devront suivre. Et si tu sais que tu n'as pas les moyens d'y arriver, ça ne sert à rien de payer les 30 000. Donc voilà un peu les petits problèmes qui se sont posés dès le départ au niveau de l'immobilier en ce qui concerne les logements économiques aussi. Les logements économiques aussi, mais quand on sait, vous parliez tout à l'heure des données avec la banque, quand on sait par exemple que toutes les banques réunies, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire une fois de plus, toutes les banques réunies ne peuvent donner comme crédit que 100 milliards de francs CFA. Et sur ces 100 milliards-là, nous savons tous qu'il n'y a qu'à peu près 10 à 11% dédiés au crédit immobilier. C'est insuffisant quand même pour répondre à la demande de toutes ces personnes qui veulent acquérir un logement. Mais au-delà même de cela, quand vous regardez le taux de bancarisation, comme je le disais tout à l'heure, pour une personne lambda qui ne rentre pas forcément dans le cadre du programme logements sociaux du gouvernement, qui veut acquérir par elle-même une maison, oui, comment je vais revenir sur la question du financement de l'immobilier. Avec les banques, comme l'a souligné mon confrère, Audi, vous l'avez dit, hein, on a moins de 10%, on parle de 6% du crédit aux particuliers qui est orienté vers les questions immobilières. Mais je voudrais rectifier un peu le chiffre que vous donnez. Hein, c'est plus de 1000 milliards, hein, on parle de entre 1300 et 1500 milliards de prêts qui sont faits par les banques ivoiriennes, aussi bien aux acteurs des PME qu'aux particuliers et tout cela. Mais pour la question immobilière, il y a beaucoup de contraintes. D'abord, une banque, elle a des ratios prudentiels. Il faudrait qu'elle puisse être sûre que quand on donne le crédit, elle puisse être remboursée avec un taux d'intérêt. Donc, une banque n'est pas philanthrope, elle a des exigences de faire du profit et tout cela. Donc, quand elle accompagne la question de l'immobilier, il faut être sûr qu'elle puisse rentrer dans ses fonds et avoir les bénéfices escomptés. Ce qui a évolué, c'est la durée du paiement. Aujourd'hui, avec les initiatives du gouvernement, si le taux n'a pas trop évolué, au moins les durées de paiement ont été rallongées. Donc, il y a certaines banques qui vont aujourd'hui au-delà de 20 ans. Hein. Je connais une banque même qui va jusqu'à 25 ans sur la question immobilière. Maintenant, pour évoquer la question de la bancarisation, ça reste un nœud. Parce que l'essentiel des populations, on a en Côte d'Ivoire un taux de bancarisation qui tourne autour de 19%. Donc, ça veut dire que la grande majorité de la population n'est pas bancarisée. Et cette grande majorité se trouve dans un secteur qui est le secteur informel et qui, aux yeux des banques, ne représente pas, des acteurs fiables à qui on peut faire des prêts et tout ça. Donc, même au récent Achibat, cette réflexion était au menu, était un sujet à débat, puisque comment faire en sorte que cette importante partie de la population qui n'est pas bancarisée puisse avoir accès à des prêts pour l'immobilier. Mais sur la question de l'immobilier, l'État veut arriver à un prêt acquéreur au taux d'environ 5,5%. Ce qui n'est pas évident. Certaines banques arrivent aujourd'hui à faire autour de 7, C'est ceux qui font le maximum d'efforts, mais la moyenne, c'est autour de 7,5%
pour le taux de crédit immobilier. Et là où c'est au-delà autour de 5, moins de 5% dans plusieurs pays comme le Maroc et tout cela. Donc le taux, et puis aussi la part du crédit consacré à l'immobilier. En Côte d'Ivoire, je vous ai dit, ça tournait autour de 6%, là où c'est au-delà de 50 voire 60% pour des pays comme le Maroc qui mettent l'accent sur le crédit immobilier. Donc c'est des questions qu'il faut voir de près et faire en sorte que le gouvernement et les acteurs puissent converger vers cela. À côté de ça, il y a la question du financement acquéreur, promoteur, parce que c'est vrai que le client il trouve un crédit, mais il faut construire les maisons. Si les promoteurs immobiliers n'ont pas accès à des financements importants pour construire ces logements, même si les gens payent, ils n'auront pas de maison construite. Donc, il faut aussi accompagner le crédit promoteur, de sorte à ce que le promoteur immobilier, sur cette base, c'est ce pourquoi l'État, au départ du programme immobilier, a créé un fonds séquestre où l'argent prélevé auprès des clients était gardé dans un compte, de sorte à ce que les promoteurs immobiliers eux-mêmes construisent les maisons avant qu'on puisse débloquer cet argent, de sorte à ce que l'argent des clients puisse être sécurisé, puisqu'il y a eu des programmes par le passé où les Ivoiriens ont souscrit et après les promoteurs ont disparu dans la nature. Donc c'est pour éviter un peu ces choses qu'il y a eu les fonds séquestres, mais il faut encourager aussi les crédits aux promoteurs immobiliers, de sorte à ce que si les clients ont accès au crédit acquéreur, les promoteurs puissent avoir accès au financement pour eux aussi construire les maisons pour que chacun soit gagnant-gagnant. Pour que chacun soit gagnant-gagnant. On en arrive à une question un peu au niveau des acquéreurs. On a vu dans le cas de la sous-région, pour une location de maison, quelqu'un qui ne peut pas s'acheter une maison directement, qui va aller étape par étape faire la location, on a vu des prix à la location, mais vraiment exorbitants. D'abord à commencer par la caution. Depuis un certain temps, les exemples du Nigeria, du Ghana sont un peu appliqués au niveau de la Côte d'Ivoire, où on demande à la personne de payer soit 1 an de caution, soit 2 ans de caution, avant même de rentrer dans la maison et de pouvoir s'y installer correctement. Alors, vous, comment est-ce que c'est perçu ce phénomène-là? Il faut dire que, comme vous le signalez, la Côte d'Ivoire a vécu aussi cette situation difficile où pour rentrer dans une maison, il faut payer jusqu'à 8 mois de caution et d'avance. Mais cette question a tellement fait couler beaucoup d'encre et de salive que l'État ivoirien a pris des dispositions à travers le point sur comment on appelle ça, la loi sur le loyer, pour dire désormais, pour habiter une maison, c'est 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Et cela est consigné noir sur blanc sur papier à travers des tests qui font qu'aujourd'hui, cette situation dont vous parlez d'antan est en train d'être renversée. Et aujourd'hui, moi, je peux vous confirmer que sur le terrain, je ne dis pas que les choses sont totalement parfaites, mais sur le terrain, nous allons de plus en plus vers cette disposition où les propriétaires, à travers les contrats de bail que vous pouvez vérifier et autres, sont dans cette dynamique d'appliquer les 2 mois d'avance et 2 mois de caution. C'est vrai que beaucoup d'autres ne sont pas encore en règle, mais vous voyez, l'État est tellement prudent, et que vous savez ce qui a été fait par la suite. Ce qui a été fait par la suite, c'est que les impôts, l'administration fiscale a pris une disposition qui dit désormais tout propriétaire de maison qui aura à encaisser au-delà des 4 mois doivent reverser maintenant de l'argent à l'administration fiscale. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais est-ce que cela est appliqué? On y reviendra tout à l'heure dans la seconde partie de notre émission. Nous restons toujours sur ce volet. Vous êtes sur Éco Débat, Medi 1 TV Afrique. On revient dans quelques instants.
Le débat se poursuit sur la panafricaine Média TV Afrique. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette seconde partie de Éco-débat consacrée à l'état des lieux du secteur de l'immobilier en Afrique, enjeux et perspectives. Nous avons parlé un peu de la question des promoteurs immobiliers. Maintenant, nous nous attaquons à la question du consommateur, ses usagers. Qu'en est-il exactement de leur situation? Pour en parler, nous sommes toujours avec M. Guy Hassan Yapi, journaliste des questions économiques en charge à Fraternité Matin, le plus grand journal de Côte d'Ivoire. Merci d'être toujours avec nous. Et avec lui, M. Arsène Yapi, directeur de publication du journal de l'économie. Alors, messieurs, nous parlons des consommateurs avec toutes ces difficultés qu'ils ont pour avoir accès au logement. On parlait tout à l'heure, avant la pause, de la question de la caution pour intégrer une maison. Tantôt à 1 an, 2 ans de caution. Maintenant, la loi en vigueur en Côte d'Ivoire stipule qu'il y a un certain quota à ne pas dépasser. Mais est-ce que la loi est effectivement appliquée en Côte d'Ivoire? Oui, il faut dire qu'il y a un début d'application, mais dans la majorité des cas, cette loi n'est pas appliquée. Pourquoi elle n'est pas appliquée? Parce que l'essentiel des maisons ne sont pas... Il n'y a pas un contrat de bail entre les propriétaires et les locataires. C'est dans les quartiers UP que la plupart du temps, on a le contrat de bail. Et le contrat de bail exige désormais qu'il y ait 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Ceux qui vont au-delà et qui ont un contrat de bail entre eux, qui vont au-delà des 2 mois d'avance et 2 mois de caution, comme le disait mon confrère, les services des impôts ont prévu une taxe de 20% sur le mois additionnel. Ce qui, juste pour freiner un peu l'ardeur des propriétaires qui voudraient le faire. Mais dans la plupart des quartiers, comme il n'y a pas de contrat de bail qui lie le locataire et le propriétaire de la maison, cette mesure a encore cours parce que les uns et les autres se disent que les cautions leur permettent de pouvoir avoir des garanties. Ça leur permet aussi de faire des investissements, même dans l'immobilier. Certains utilisent les cautions pour finir la maison avant que le locataire puisse y entrer. Et pour eux, ça fait une masse conséquente d'argent sur l'immobilier. Donc, c'est un avantage que beaucoup de propriétaires ne veulent pas laisser. Mais il faut savoir que depuis le début de cette loi, depuis la mise en place de cette loi, la situation est en train d'évoluer positivement, mais beaucoup reste à faire puisque dans la majorité des cas, ce n'est pas encore appliqué. Dans la majorité des cas, ce n'est pas encore appliqué. Et justement aussi, il y a cette différence-là. Est-ce que la réglementation stipule les prix des maisons par rapport au périmètre, à la surface? Ou bien c'est laissé au gré de chaque propriétaire, chaque promoteur? Ok, donc je termine sur cette question des 2 mois d'avance et 2 mois de loyer. Comme il a dit, on a un début d'application et je pense que c'est quelque chose de positif quand même. C'est quelque chose de positif dans la mesure où, par le passé, il n'y avait vraiment pas de... Chacun était vraiment... Les propriétaires avaient toute la latitude de faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les choses s'améliorent et il faut saluer aussi cet effort du gouvernement de pouvoir aller dans ce sens de l'amélioration. Mais à cela, il y a juste un petit élément qu'il faut ajouter, c'est que quand on finit de payer les 2 mois d'avance et 2 mois de loyer, il y a 1 mois additionnel qu'ils appellent 1 mois d'agence qui se greffe au montant que le locataire doit payer. Bon, qu'est-ce que la loi dit exactement sur ça? Je n'ai pas véritablement eu une réponse, mais ça reste une mesure qui s'applique sur le terrain de façon, je peux dire, de façon formelle. Ils exigent. Ce sont des démarcheurs, ce sont soit des vraies agences immobilières qui sont là, qui réclament cela, ou des petits démarcheurs qui exigent qu'on paye les 1 mois. Bon. Mais justement, ces démarcheurs-là, est-ce qu'ils sont reconnus par l'État? Parce que très souvent, comme on le voit, quand vous devez visiter une maison, ce sont eux qui vont vous faire visiter la maison et ils demandent en contrepartie un droit de visite, quelque chose comme ça, alors qu'ils ne payent pas d'impôts, ils ne sont pas reconnus par l'État. Est-ce qu'il n'y a pas de régulation à ce niveau? Oui, et en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas reconnus par l'État. Parce que le démarcheur, c'est qui? C'est les jeunes du quartier qui est titulaire, par exemple, d'un BTS, qui a une maîtrise, qui n'a pas de boulot, qui se transforme en agent pour aider ceux qui veulent bien acquérir une maison. Bon, ces derniers, vous voulez qu'on les rémunère comment? Ils ont trouvé le mécanisme à eux. Maintenant, est-ce que l'État doit pouvoir prendre des mesures pour dire effectivement qu'il faut payer les 1 mois ou pas? Bon, ça reste une question pendante. Par contre, il y a des agences immobilières, moi j'en ai rencontré récemment, qui sont bien structurées,
qui ont toute la logistique qu'il faut et qui, eux, effectivement, encaissent, c'est un mois. Bon, est-ce juste ou pas? Mais dans tous les cas, sur le terrain, c'est ce qui se fait. Et justement, pour revenir à la question de ces agences immobilières, il y a quand même des conditions. N'importe qui ne peut pas se lever et monter une agence immobilière. Oui, une agence immobilière, c'est avant tout une entreprise, hein. Voilà, c'est une entreprise, mais le constat, c'est que sur le terrain, beaucoup de ces agences ne sont pas régulièrement constituées. Donc, elles agissent dans le secteur informel et il y a certains qui agissent individuellement comme ça pour aider les uns les autres à avoir soit une maison pour un locataire ou un propriétaire à trouver un locataire pour sa maison. Donc, c'est une aide que ces derniers apportent. Maintenant, c'est dans le mécanisme parce que la loi des 2 mois de caution et 2 mois d'avance, l'objectif, c'est de permettre aux locataires de payer moins. Si en plus de ça, on doit lui ajouter 1 mois d'argent, vous voyez que ça s'alourdit. Donc, ça fait que la mesure devient contre-productive. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas être acceptées, logiquement. Je me dis que s'il y a un contrat entre une agence immobilière et un propriétaire de maison, c'est lui qui doit rétribuer l'agence immobilière et ce ne doit pas être le locataire qui doit payer à sa place. Donc, si il a un contrat qui est lié, il doit plutôt aller régler cela dans la part que le propriétaire a sur les mois de caution ou d'avance payés par le locataire. Ce ne doit pas être le locataire qui doit en plus de 2 mois d'avance et 2 mois de caution, dans le meilleur des cas, payer en plus un autre mois pour satisfaire l'agence ou un démarcheur qui l'a aidé à trouver une maison. Mais ça se comprend puisqu'on est dans un environnement où il y a un déficit de maisons, où que ce soit pour la location ou l'achat d'une maison, il y a des véritables problèmes. Donc, ces démarcheurs-là sont utiles pour aider les populations qui veulent avoir un toit, une maison à louer rapidement. Donc, on va le faire maintenant. Il faut que cela se règle au niveau du propriétaire de la maison, plutôt que ce soit, de mon point de vue, le locataire qui puisse, en plus des mois de caution d'avance qu'il donne déjà, payer encore un autre mois pour satisfaire un démarcheur ou un agent immobilier. Et justement, quand on arrive à ces questions, ces personnes qui ne peuvent donc pas se permettre d'avoir des maisons décentes, comme on le dirait, vont aller peupler ces quartiers, ces bidonvilles. On a vu tout à l'heure en début d'émission, à peu près 50% de la population africaine vit dans des bidonvilles. Qu'est-ce que les États doivent faire? Ou qu'est-ce qui est fait déjà? Qu'est-ce qui doit être amélioré dans ce sens? Oui, avant d'arriver à la question des bidonvilles, la question précédente parlait un peu du coût des logements. Est-ce que l'État doit pouvoir réguler ou pas? Il faut voir les choses de façon réelle. Les promoteurs, ceux qui ont aujourd'hui les moyens, qui construisent les maisons, en réalité, je peux dire qu'il y a un peu d'exagération. Parce qu'une maison bien bâtie, une maison construite selon les normes, a une durée de vie de 50 ans. Ça, c'est la moyenne, selon des études qui ont été réalisées. Mais je vous assure que certains promoteurs, certains investisseurs arrivent à faire le retour sur investissement sur 5 ans, sur 7 ans, maximum 10 ans. Donc, ils ont 40 années après où ils n'engrangent que des bénéfices. Pour dire quoi? Vu le problème structurel qui est posé dès le départ, ils ne font que profiter de la situation. Donc, on se retrouve avec des loyers exorbitants dans Abidjan et alentour, tout simplement parce que on a un peu d'argent, on a investi, et voilà, la situation fait que... Et là, qu'est-ce que l'État peut faire? C'est ça l'une des questions fondamentales. On salue l'effort qui a été fait de limiter les cautions à 2 mois d'avance et 2 mois de caution. Mais qu'est-ce que l'État peut faire sur la question de dire, par exemple, dans tel quartier, les 2 pièces doivent osciller en tel et tel montant, dans tel autre quartier, les 3 pièces doivent monter en tel et tel montant. Est-ce que l'État a ce pouvoir de pouvoir faire cette régulation? C'était justement là le fond de ma question que je posais tout à l'heure quand je demandais si les prix du mètre carré et autres devaient être fixés par l'État ou au gré des propriétaires. Mais là, dans votre réponse, il y a quelque chose qui ressort. Quand vous parlez de ce promoteur qui va investir et il va récupérer, il va rentrer dans ses fonds après 5 ans, cette année, est-ce à dire qu'il n'utilise pas les matériaux adéquats pour le faire?
Parce que ma question est un peu motivée par ces événements que nous avons vus lorsqu'il y a des inondations. On voit des effondrements assez souvent. Est-ce que pour la part du gain en griffe, les promoteurs n'investissent pas dans les bons matériaux? Ils vont rapidement. Ah oui. Bon, d'abord, avant de reprendre la question, vous aviez posé une question sur les quartiers Les précaires. quartiers précaires, Oui, justement. il y a une étude qui a été menée par le ministère de la Construction sur Abidjan et les résultats ont montré que sur une population d'environ 5 millions d'habitants à Abidjan, on a 1 million de personnes qui vivent dans des quartiers précaires et dont une centaine de quartiers précaires à Abidjan. Donc, c'est dire que la question est cruciale. La question du logement décent est une question cruciale. Et dans ces quartiers, tout manque. Hein. Au-delà de la précarité des logements, il n'y a pas de VRD, il n'y a pas de canaux d'évacuation des sels et tout ça. Donc, ça fait que les populations sont dans des conditions vraiment difficiles. Pour régler la question, l'État avait initié il y a quelques années les LEM, les logements à équipement modéré, qui ont eu un franc succès, mais qui, de mon point de vue, n'ont pas été occupés par les personnes qu'il fallait. Moi, je pense que comme c'était accessible, ceux qui ne pouvaient pas, qui avaient un peu d'argent, ont préféré aller vers ces LEM-là au détriment des personnes qui en avaient véritablement besoin. Bon, l'État veut relancer ce programme, mais je souhaiterais que cette fois-ci, il cible les populations des quartiers précaires, les populations à revenus vraiment relativement bas ou moyens, de sorte à ce que ceux qui habitent les quartiers précaires, et qui sont même dans les formels, qu'on peut trouver un système de cotisation mensuelle et autres, de sorte à ce que ces personnes-là puissent aller vers ces logements à équipement modéré. Et comme vous l'avez dit dans d'autres pays, l'État doit mettre à la disposition de ces populations des espaces fonciers déjà aménagés, de sorte à ce que, ou peut-être construire même des maisons et les faire habiter par ces populations en fonction de leurs revenus et trouver des mécanismes pour qu'elles puissent payer sous forme de location-vente à des prix vraiment relativement très très intéressants pour qu'on puisse sortir de cette situation. Autrement, avec le coût des logements sociaux qui sont à 12 millions de francs CFA, je ne suis pas sûr que si on doit rester sur cette pente-là, on pourra sortir les 1 million d'Ivoiriens, d'Abidjanais qui vivent dans les quartiers précaires de la situation dans laquelle ils sont actuellement. Justement, je reviens encore sur ma question de tout à l'heure dont vous parliez. Est-ce que la question de la qualité lors des constructions, est-ce qu'il y a un certain suivi, un contrôle à ce niveau? Oui, il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, quand même, les dispositions ou les structures existent. Il y a le laboratoire, le LBTP, il y a le guichet unique du permis de construire, qui a ses agents, le ministère de la Construction, qui a tout un... Donc, l'un dans l'autre, le BNED, tous les acteurs qui doivent concourir à ce qu'on ait des logements décents répondant aux normes existent. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, on constate par moments des déviations. L'actualité nous montre effectivement des immeubles qui ont été effondrés. Je pense à Yamoussoukro, il y a eu des cas, même dans la commune de Cocody. Mais tout ça, on revient toujours à la même situation de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de moyens pour construire des maisons solides? Beaucoup d'opérateurs le font, hein, ça il faut le reconnaître. Dans la commune de Cocody, il y a des maisons qui sont bien construites. Hein? Une maison, quand je parle d'une durée de vie de 50 ans, mais c'est une maison qui est construite selon les normes. Mais par contre, d'autres veulent rapidement engranger les ressources. Bon, le ciment coûte un peu plus cher, les matériaux, donc on fait un peu de bricolage, et puis bon, on livre la maison. Donc ça, c'est une réalité aussi. Mais justement, au lieu de toujours rester à parler du ciment, est-ce qu'on ne peut pas penser innovation? Parce que ces dernières années, on a vu quand même des entreprises venir proposer des maisons écologiques en griffe qui se construisent beaucoup plus vite, mais qui sont beaucoup plus résistantes et beaucoup moins chères que les maisons classiques.
Est-ce que l'État ne devrait pas aller dans ce sens? Oui, l'État crée le cadre, mais ce n'est pas l'État qui construit ces maisons. Donc, c'est les opérateurs qui doivent aller vers ces mécanismes de construction. En Côte d'Ivoire, on parle même du GE-Béton. Il y a certains opérateurs immobiliers qui expérimentent cela, ça a un relatif succès. On dit même que c'est 30% moins cher que les autres matériaux de construction. C'est une bonne piste que certains opérateurs immobiliers sont en train d'explorer. Et à côté parlant de la qualité, il y a une disposition qui a été prise par le gouvernement ivoirien au niveau des maisons en hauteur. Donc, ceux qui veulent construire, logiquement, si vous voulez construire une maison en hauteur, au-delà de R+2, vous devez faire expertiser le sol pour voir si le sol peut supporter le poids d'une maison R+3, R+4 ou plus. Mais ce sont des dispositions que la plupart des gens ne respectent pas. Donc, il faut un contrôle plus strict. Il faut faire en sorte que la vie des populations, la sécurité des populations soit au cœur de ces questions plutôt que le gain facile, parce qu'il y a des questions aussi de corruption, il ne faut pas se le cacher, d'acteurs, des ministères qui sont liés à ces questions-là, qui laissent passer, qui donnent des autorisations, notamment des permis de construire, qui sont délivrés alors qu'avant qu'on dise c'est un permis de construire pour ce genre de maison, toutes ces spécificités techniques-là doivent être respectées. Donc, maintenant, sur la question, comme j'ai dit, du prix, il y a beaucoup d'opérateurs immobiliers qui essaient de nouer des partenariats qui vont à travers le monde pour voir les mécanismes de construction les plus innovants et qui permettent d'être moins chers. J'ai suivi un documentaire au Gabon où on construit avec l'acier et tout ça, ça revient moins cher, c'est durable et ça permet de livrer rapidement. Parce que, comme j'ai dit, sur la question des logements, notamment des logements de masse, parce que le déficit est important, c'est de construire rapidement. Voilà, parce que c'est à là que les opérateurs immobiliers doivent arriver. Comment construire des logements de masse avec les techniques que nous avons, la brique, le ciment classique, il serait difficile de pouvoir construire 150 000 logements en 5 ans. Voilà, donc il faut des mécanismes innovants comme ceux-là, avec une technologie avancée pour permettre d'avoir des matériaux écologiques et à la fois moins chers. L'une des questions sur les matériaux, il y a la question de la fiscalité également. Des investissements qui sont faits, certes, dans le code de l'investissement, il y a des allègements fiscaux qui sont donnés, mais je souhaite que les gouvernants aillent encore plus loin, qu'il y ait une fiscalité spécifique au secteur du logement pour accompagner cette politique. Parce que tous les matériaux qui sont acquis ou importés dans ce sens puissent bénéficier de cette fiscalité allégée. Et à côté de ça, il faut encourager les implantations locales d'entreprises de fabrication de matériaux de construction. Si localement on trouve des matériaux de construction de qualité, je pense que ça va revenir relativement moins cher. C'est vrai que pour le ciment, l'offre a fortement augmenté. Pour le fer à béton, ça va plus ou moins, mais il y a beaucoup de matériaux qui restent encore chers, comme les carreaux, les sanitaires et autres qui restent encore essentiellement chers. Donc, c'est toute cette politique que l'État doit mener, de sorte à faciliter la vie aux entreprises qui exercent dans ce secteur, et leur accorder des allègements pour leurs investissements et encourager l'implantation locale d'entreprises de fabrication de matériaux de construction. Alors, messieurs, nous arrivons pratiquement au thème de notre émission. Si nous devons retenir quelque chose d'essentiel sur les perspectives de l'immobilier en Afrique, en 1 minute. En ce qui concerne les perspectives, il faut dire que le décor est planté depuis un bon moment. Des efforts ont été faits, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Nous avons passé en revue un certain nombre de choses, la cherté, le coût, la cherté même de l'acquisition, le coût de l'immobilier, et les questions de financement, les 5,5% que les banques doivent appliquer, qui jusque-là n'est pas véritablement mis en application. C'est un écosystème qui est vaste. Et je pense que l'État comprend mieux que nous tous ces enjeux-là. Maintenant, il faut rapidement passer à une autre étape, qui est de véritablement prendre l'immobilier comme une priorité nationale. Aujourd'hui, l'État a décrété l'année 2019 comme l'année du social.
l'année du social, c'est une forte implication dans l'adduction en eau potable, dans l'électrification, dans la construction des routes, mais la question immobilière. Je pense qu'en termes de perspective, 2021-2022, l'État doit prendre la décision de décréter une année du logement. Une année du logement, plus précisément une année des logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire. Et demander à tous ces investisseurs qui arrivent pour dire voici l'année du logement, on demande à ce que des investisseurs étrangers comme nationaux rentrent dans ce focus pour qu'en une année, on puisse décanter une bonne fois la situation. Et puis, une fois que le dispositif est mis en place, ce n'est que maintenant la continuité pour que les Ivoiriens puissent vivre de façon décente. Et depuis notre studio, nous espérons que les gouvernants entendent cet appel. Monsieur Assenyapi, si vous avez un mot de fin. Oui, sur la question immobilière, je souhaite que les 3 F, comme les acteurs du secteur le disent, c'est-à-dire le foncier, le financement et la fiscalité, puissent être réglés. Donc la question du foncier, c'est que l'État puisse mettre à la disposition des promoteurs immobiliers un foncier de qualité, sécurisé, permettre aussi au financement à travers les banques de pouvoir être beaucoup plus facilité. Il y a des taux accessibles pour la majorité des Ivoiriens. Et comme je le disais, avoir une fiscalité adaptée au secteur, de sorte à ce que les programmes de logement, aussi bien sociaux qu'économiques, et tous les logements construits en Côte d'Ivoire puissent se faire plus facilement, de sorte à ce que la majorité des Ivoiriens puissent avoir accès à un toit décent. Merci encore, M. Assenyapi. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal de l'économie. Avec vous sur ce plateau, nous étions avec M. Guy Assenyapi, journaliste en charge des questions économiques à Fraternité Matin, un quotidien de Côte d'Ivoire, le plus grand journal de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous avez compris, aujourd'hui, dans votre magazine dédié à l'économie Éco-Débat, nous parlions du secteur de l'immobilier, état des lieux, enjeux et perspectives. Nous espérons avoir ouvert le débat chez vous. Agréable suite de programmes sur nos antennes.